Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo de démonstration de PyMoDAQ. Donc l'idée ici est de vous présenter comment démarrer, configurer et utiliser PyMoDAQ pour faire des acquisitions de données en fonction de différents paramètres, voire même de faire du logging de données et de la visualisation depuis la maison. Donc on va voir tout ça ensemble à travers tout d'abord une présentation et différentes démonstrations. Alors, PyMoDAQ est un logiciel d'acquisition de données écrit en Python et il répond à la problématique simple, je veux mesurer des données en fonction d'un ou plusieurs paramètres variables. Alors, les données en question vont dépendre bien évidemment de ce que vous avez dans votre laboratoire, mais ça va être principalement des détecteurs. Alors, on peut avoir des caméras, on peut avoir des signaux analogiques, par exemple la sortie d'un voltmètre ou d'une carte d'acquisition plutôt on va dire d'une photodiode, signal analogique, on va vouloir numériser puis récupérer sur l'ordinateur. Ça peut être aussi des données de type spectre ou traces temporelles sur un oscilloscope. Ensuite, les paramètres variables, on va parler dans ce cas-là d'actuateurs, par référence, par opposition à détecteur, et ça va concerner tous les paramètres variables d'une manip qu'on veut pouvoir contrôler. Donc, dans mon cas, moi j'ai souvent des platines de déplacement, des rotations, mais on peut imaginer des contrôleurs de température, des sources de courant, tout un tas de paramètres qu'on contrôle et qu'on voudrait faire varier dans notre expérience. Voici typiquement un dispositif expérimental qu'on peut trouver dans un laboratoire d'optique où on a ici plusieurs éléments, plusieurs détecteurs. On va avoir ici par exemple, on reconnaît une caméra, on va avoir dans cette boîte ici un spectromètre ou encore en bas ici un photomultiplicateur. Et le genre de mesure qu'on peut vouloir faire ici, c'est typiquement le spectre en fonction de certains paramètres variables qui peuvent être la longueur d'onde d'un laser accordable qu'on a derrière, la position d'un échantillon en fonction de XY avec une platine ici de déplacement. On peut derrière ici avoir une platine de déplacement aussi qui permet de retarder les impulsions laser les unes par rapport aux autres, ce qui nous fait un paramètre et un actuateur supplémentaire. Donc pour pouvoir utiliser ce dispositif expérimental pleinement, il faut une interface de contrôle modulaire qui va nous permettre de faire des acquisitions des données de certains détecteurs en fonction de certains paramètres variables et potentiellement changer rapidement le type d'acquisition qu'on veut pouvoir faire. Donc c'est pour ça que PyMoDAQ a deux modules de contrôle qui vont être utilisés soit pour les actuateurs, ce sont les DAQ-Move, soit pour les détecteurs, ce sont les DAQ-Viewers. Pour chaque actuateur, on va avoir une de ces interfaces DAQ-Move et pour chaque viewer, une de ces interfaces DAQ-Viewer. Et donc tout ça va être regroupé dans ce que j'appelle un dashboard, un tableau de bord, qui va permettre de configurer l'ensemble de ces modules de contrôle par rapport aux instruments qu'on veut interfacer dans notre laboratoire. Donc quelques petites précisions sur ces modules de contrôle, en particulier le DAQ-Move. Alors déplacement entre guillemets, puisque vous avez compris que les actuateurs peuvent très bien être utilisés pour tout ce qui n'est pas moteur et déplacement, donc une source de courant, un contrôleur de température, etc. Donc si j'ai ici l'interface de base qui nous permet d'initialiser le type d'actuateur qui nous intéresse, obtenir sa valeur actuelle, sa position au sens déplacement, mais sa valeur, et ici de pouvoir la fixer. Si je veux un petit peu plus d'options, il suffit de cliquer sur le petit plus ici et j'obtiens dans ce cas-là le panneau du bas qui me permet de régler aussi une position incrémentale que je vais pouvoir régler comme ça. Et enfin, ici, j'ai accès à tous les paramètres fins de réglage pour pouvoir discuter avec mon instrument, par exemple en fixant ici un port COM ou une DLL qui va bien pour cet instrument-là. D'autres options ici, mais ça dépasse le cadre de cette vidéo. Tout ça pour dire qu'avec ce module-là de contrôle, je suis capable manuellement ici de venir positionner mon actuateur à une position donnée qui pourrait être par exemple un optimum pour détecter un signal. Donc justement, les signaux, on les obtient et on les mesure grâce au DAQ-Viewer.
Donc dans le DAC Viewer, vous avez ici de quoi initialiser et démarrer la détection. Vous avez ici les paramètres généraux et spécifiques de votre instrument. Et dans la partie à droite, vous avez un viewer qui va dépendre, dont la nature va dépendre de la dimensionnalité de vos données. Donc les données peuvent être zéro-dimensionnelles, unidimensionnelles, comme un spectre, ou bidimensionnelles, comme par exemple ce signal de caméra. Et dans ce cas-là, on a un viewer spécifique qui est activé et qui représente vos données dans ce module-là. Donc, maintenant, dans une expérience réelle, j'ai plusieurs détecteurs et plusieurs actuateurs, et ils sont regroupés, comme je vous l'ai dit, dans un dashboard. Et c'est typiquement ce que vous avez ici, avec plusieurs détecteurs et plusieurs actuateurs, les uns à côté des autres. Et donc, avec cette interface-là, je peux entièrement contrôler mon dispositif expérimental. Et on va voir tout de suite une démonstration de comment ça fonctionne. Donc pour faire cette démonstration, il faut déjà que je vous présente mon dispositif expérimental. Alors, j'ai ici préparé un dispositif expérimental optique dont on voit un layout sur la droite. Il s'agit d'un petit laser, d'un cube séparateur de faisceaux qui va du coup séparer mon faisceau en deux parties. Ces deux parties sont réfléchies sur des miroirs, recombinées sur le cube séparateur et envoyées vers un écran. Donc on obtient des interférences puisqu'on a une source ici laser cohérente et en fait on a construit ici un petit laser un petit interféromètre de Michelson. Sur l'écran, on voit des anneaux sombres et brillants qui correspondent en fait aux interférences constructives destructives. En termes de contrôle et de détection, qu'est-ce que j'ai dans ce dispositif expérimental? Eh bien, j'ai ce que j'ai appelé un déphaseur. En fait, c'est une platine piézoélectrique sur laquelle est positionné le miroir de droite. Donc, je vais pouvoir contrôler très finement la position de ce miroir par rapport à la position du miroir du bas, ce qui va me permettre de contrôler mes interférences. Et pour mesurer ces interférences, eh bien, je vais avoir à la fois une caméra qui regarde l'écran et une photodiode, plus une carte d'acquisition pour convertir en numérique le signal analogique, et qui va me donner aussi une information sur les interférences. Et on va tout de suite aller voir comment ça se comporte en termes de PyModec. Donc je charge ici le dashboard de PyModec à partir de son petit raccourci ici. Et j'ai un panel qui s'ouvre et qui va me permettre, ici voilà, le panel de dashboard qui s'ouvre, qui est complètement vide au départ. J'ai configuré en fait un fichier de configuration spécifique pour cette démonstration que j'ai appelé ANF 2020 et on a maintenant le fichier ici, un écran qui nous dit que les modules sont chargés au fur et à mesure, la caméra, la photodiode et le déphaseur, l'actuateur que j'ai configuré. Hop, on obtient du coup ici un dashboard qui contient quoi? Eh bien ici le signal de la photodiode va pouvoir être affiché et contrôlé ici. Le signal de la caméra va être affiché ici et j'ai ici mon déphaseur. Alors si je regarde tout de suite ce qui se passe au niveau de ma photodiode. Donc pour ça je vais configurer un channel sur ma carte analogique numérique, le channel 0, et je vais démarrer une acquisition. J'ai donc le signal de cette carte d'acquisition qui s'affiche au cours du temps ici et qui dépend assez logiquement de la position de mon actuateur. Donc si je déplace cet actuateur par pas, on va dire, de 0,02 ici, j'ai les franges qui vont évoluer. Alors peut-être qu'on peut avoir une vue de ça. Ici, voilà. Donc si je déplace mon actuateur, on a sur l'écran, alors on ne le voit pas très bien sur l'écran actuellement, donc on va utiliser plutôt notre détecteur caméra, mais j'ai des franges d'interférence qui varient, et du coup, ce que j'enregistre avec ma caméra, avec ma photodiode, pardon, ce sont une succession de zones brillantes et de zones sombres. Donc voilà pour ce qui est
de la détection sur la photodiode, hein, sur la partie du coup, droite de mon dispositif expérimental. Et je vous ai dit aussi qu'il y avait une caméra, c'est la caméra qui est positionnée juste devant l'écran et qui permet en fait de mesurer ce qui a été projeté sur l'écran. Alors le module, on va repasser sur une vue un petit peu plus large du dashboard, le module de caméra est ici. Alors on va pas faire comme ça. Hop. On va faire comme ça. Voilà, comme ça on voit bien ma souris. Alors, le dashboard, la caméra est ici, mais en fait, je n'ai pas initialisé vraiment directement le détecteur caméra parce qu'il se trouve que ma caméra est branchée sur un autre ordinateur. Alors, ce n'est pas un problème puisque PyMoDAQ a justement une fonctionnalité pour utiliser des instruments qui, par nécessité, ne peuvent pas être directement branchés à l'ordinateur principal. Donc, vous pouvez avoir ce genre de choses qui se passent si, par exemple, l'ordinateur ou l'instrument est trop vieux pour être mis à jour, mais vous avez quand même besoin d'utiliser cet instrument. Dans ce cas-là, on va pouvoir passer par une communication via un réseau TCP/IP et PyMoDAQ a toutes les fonctionnalités pour ce faire. Donc, ce que j'ai appelé caméra, en fait, est une instance serveur. Donc, j'ai un serveur TCP/IP ici sur mon ordinateur qui me sert à enregistrer cette vidéo. Et sur un autre ordinateur, un petit peu plus loin, que voilà, j'ai ma caméra qui est branchée. Donc, je vais aller tout de suite activer cette caméra. Et en fait, pour l'activer, eh j'utilise un deuxième programme de PyMoDAQ. Donc ici, je vais activer un DAQ Viewer spécifique 2D pour cette caméra. Donc j'utilise pour ça un détecteur de type 2D et un plugin OpenCVCamp qui gère les webcams. Je l'initialise, ma webcam est bien détectée. Et si je fais une acquisition, j'obtiens ici l'image qui est projetée sur l'écran de mon dispositif expérimental. Donc non seulement j'obtiens l'image ici, mais dans les réglages principaux, je vais pouvoir aller activer les options TCP/IP et me connecter à mon ordinateur principal. Voilà ce qui est fait. Et du coup, je retourne à cet ordinateur principal. Et cette fois-ci, vous voyez ici que j'ai un client qui s'est connecté à mon serveur. Alors, hop, il s'est connecté à mon serveur, c'est le grabber, et j'ai toutes les propriétés de la webcam qui sont venues ici. Ce qui fait que maintenant, si je fais ici un grab, ça envoie la commande sur l'autre ordinateur qui me rapatrie les données ici et je vais donc pouvoir les utiliser comme si j'avais la webcam sur cet ordinateur-là. Alors non seulement je vais faire ça, mais en plus je vais activer ici un petit outil qui me permet en fait de faire une intégration dans un certain volume. Donc par exemple c'est cette région d'intérêt rouge rectangulaire que j'ai tracée ici. On va zoomer un petit peu. Et associé à cette zone d'intégration, je vais avoir des line-out. Donc j'intègre horizontalement, j'obtiens un line-out ici, j'intègre verticalement, j'obtiens un line-out ici. Et si j'intègre dans toute la zone, j'obtiens le signal qui est là. Et donc je vais pouvoir faire une acquisition et visualiser au cours du temps l'évolution de ces franges d'interférence. Donc non seulement j'ai un détecteur de type photodiode, mais j'ai aussi l'image des interférences. Et si je bouge mon actuateur, un petit retard à l'allumage parce que le détecteur passe par le réseau, mais on a bien ici des franges qui vont venir bouger bien gentiment en fonction de la position du miroir posé sur un piézoélectrique, une platine piézoélectrique. Donc, vous voyez ici l'illustration de tout ce qu'on peut faire avec un dashboard, c'est-à-dire configurer un fichier qui correspond à l'ensemble de nos détecteurs actuateurs. Ceci va ouvrir directement les modules de contrôle nécessaires. Ces modules peuvent être reliés à l'instrument directement ou à travers le réseau. Et vous avez ici, du coup,
toute la possibilité de faire du monitoring et des réglages fins sur votre instrument. Voilà pour ce qui est du dashboard. Donc on reviendra un petit peu plus tard là-dessus pour parler de choses plus automatisées et synchronisées. Donc je reviens sur ma présentation. Et voilà, c'était donc la fonctionnalité du dashboard. Bien évidemment, un dashboard tout seul, ce n'est pas très utile parce que, on va pouvoir contrôler à la main, on va dire, la position et la détection de signal. Mais ce qu'il faudrait pouvoir faire, c'est par exemple une acquisition synchronisée et automatisée de tel détecteur en fonction de tel actuateur. Et justement, pour faire ça, il existe des extensions dans PyMoDAQ qui vont interagir avec le dashboard et ses modules pour différentes tâches. Par exemple, première tâche, le Remote Manager. Si vous voulez configurer un ensemble de raccourcis clavier ou utiliser un joystick pour piloter vos modules de contrôle, actuateurs, voire même détecteurs, c'est possible grâce au Remote Manager. Donc on va faire une démonstration. Donc je reviens sur le dashboard qui est ici. Et j'ai configuré en fait un certain nombre de raccourcis pour contrôler ce dashboard. Donc par exemple, j'ai un bouton sur mon joystick. Alors le joystick, je vais vous le montrer, il est juste là. Hop, voilà mon super joystick avec un ensemble de petits joysticks, des boutons un peu partout. Et j'ai configuré du coup ici, j'ai configuré le bouton 5 avec l'acquisition de la photodiode. Donc si je clique dessus, hop, la photodiode démarre. Je reclique dessus, la photodiode s'arrête. Et si je déplace le joystick, donc je vais me mettre avec la vue, comme ça vous voyez que je fais bien la même chose en même temps. Si je fais ça, voilà, dans ce cas-là, j'ai l'actuateur qui se déplace. Et donc si je prends à la fois clic ici, l'acquisition de ma photodiode démarre et je bouge le joystick et je contrôle la position de mon miroir, de mon déphaseur, tout à fait de manière remote, de cette façon-là. Voilà. Donc première application, première extension, on va dire, du dashboard, qui consiste en un contrôle à distance ou raccourci de vos différents modules de contrôle. Donc ça peut être utile dans un certain nombre de cas, si par exemple vous avez besoin d'être hors de la pièce ou toute autre application potentielle. Ok, donc je reviens à la présentation. Donc, donc ça c'est le premier exemple d'extension. Le deuxième, et ce pourquoi j'avais développé PyMoDAQ à la base, c'est le DAQScan. Donc le DAQScan, c'est une extension qui va vous permettre de faire les acquisitions de données automatisées. Donc voilà à quoi ça ressemble cette extension. Donc vous avez ici une zone dans laquelle vous allez choisir quel détecteur utiliser pour l'acquisition, pour le scan en cours, quel actuateur, et ici un panneau qui permet de régler le type de scan que vous allez faire. Un scan 1D en fonction d'un paramètre, un actuateur, 2D, n-dimensionnel en fonction de tout un tas d'actuateurs. Et on peut faire aussi plusieurs détecteurs en même temps. Et vous avez ici un panneau que j'appelle le panneau pour faire du live, c'est-à-dire en direct, on trace l'évolution du signal en fonction des paramètres des actuateurs qu'on utilise. Et bien on y va pour une petite démonstration. Donc j'utilise le dashboard qui est ici et je vais lui lancer son extension qui est le scanner. Donc on va dans extension et on va lui dire je veux faire des scans. Donc quand j'ouvre ce panneau, cette extension, il me demande tout d'abord de remplir un certain nombre d'informations. Ce sont des métadonnées qui vont être enregistrées avec les données et qui permettent d'avoir de bonnes informations sur comment et pourquoi ont été enregistrées ces données-là.
Donc ça, c'est là sur le fichier de données. Et ensuite, tous les scans vont être enregistrés sur ce fichier-là. Et on peut y rentrer aussi l'ensemble des informations qui nous intéressent. Par exemple, ici, pour le scan 00, on va faire un scan, par exemple, 1D. Et je peux rentrer ici une description. Donc ce sont toutes ces métadonnées qui permettent a posteriori, et plusieurs jours, voire plusieurs mois après, de se rappeler correctement comment ont été enregistrées mes données. Donc voici le scanner, comme vous l'avez vu tout à l'heure sur ma présentation. Et j'ai ici mes deux détecteurs, caméra et photodiode, et ici mon déphaseur qui est sélectionnable. Donc je vais faire tout d'abord une acquisition de ma photodiode en fonction du déphaseur. Et pour ça, je vais faire un scan 1D entre la position 1 et 2 de mon actuateur par pas de 0,01. C'est parfait de scan. Et on est parti. Donc ici, j'ai dans le live plot un graphe qui est en train de se construire, qui me montre en fait l'évolution du signal de ma photodiode en fonction de la position de l'actuateur, du déphaseur. Et on a bien ce signal-là qui évolue au cours du temps. Si je veux m'assurer que c'est bien ce qui se passe, je relance le scan. Donc je fais un deuxième scan où je peux rajouter certaines infos. Ici, scan number 1. J'applique et c'est parti. Et si je regarde le dashboard pendant ce temps-là, j'ai bien le signal sur ma photodiode qui est en train d'être acquis. Donc on a l'extension scanner qui prend la main en fait sur les modules du dashboard et les contrôle de manière programmatique, à la fois pour faire les déplacements sur le déphaseur et à la fois pour faire l'acquisition de données, tout ça de manière synchrone. Donc là, j'ai fait une acquisition d'un signal 0D en fonction d'un déphaseur, j'obtiens ce graphe-là. Je pourrais aussi dire, mais je veux maintenant le signal issu de la caméra. Donc si je fais ça comme ça, hop, c'est parti. Qu'est-ce que j'obtiens? Alors sur le live plot, j'obtiens aussi un signal, mais si je vais sur le 2D plot, j'obtiens ce magnifique graphe qui est en train de se construire avec un canal vert et un canal rouge. Et on se doute qu'il y a quelque chose qui évolue, mais peut-être que vous n'êtes pas complètement sûr de ce qui se passe. Donc je vais attendre que ça se finisse. Je vais vous montrer le dashboard juste en même temps pour bien voir que les franges sur la caméra sont en train d'évoluer tout en ayant le déphaseur qui lui aussi évolue. Donc qu'est-ce qui s'est passé au niveau du live? Au niveau du live, j'ai des données 0D là qui se sont tracées en fonction du déplacement. Et ici, j'ai deux canaux, le canot rouge et le canot vert, qui se sont tracés. En fait, je n'ai pas de possibilité directe de tracer l'évolution d'une image 2D comme ça en fonction d'un actuateur, d'un paramètre variable. Ça ferait un graphe 3D un peu trop complexe à la fois à tracer mais surtout pour voir quelque chose se passer. C'est pour ça que j'avais activé en fait la région d'intérêt, le ROI. Car grâce à ce ROI, je peux générer deux autres types de données. Ce sont ces données 1D que j'ai ici, le line out ici, et puis le line out dans l'autre direction. Mais j'ai aussi généré des données 0D qui sont l'intégration dans ce rectangle. Et c'est ce que j'obtiens ici. Et donc PyMoDAQ en fait, va essayer dans le live plot de tracer tout ce qu'il peut en fonction des paramètres variables. Donc ici, il a tracé le signal 0D et les deux line out en fonction du déplacement. Et donc celui de droite là, ce sont ces colonnes là qui ont été concaténées en fonction ici du déplacement du déphaseur. Et donc on a bien les franges qui se construisent. Donc ici, je vais lui dire de sauvegarder non pas seulement les données brutes, mais de sauvegarder aussi les données issues de ces line-out. Donc je vais recommencer, je lance l'acquisition. Et donc ça reprend, donc je vais retourner voir le dashboard, j'ai bien le déphaseur ici qui évolue, et les franges ici sur l'écran qui évolue aussi, et le line-out bien évidemment évolue. Et donc on a bien ce signal qui est reconstruit. Et donc en cliquant sur ce petit bouton-là, je lui ai dit de sauvegarder aussi, non pas que les données brutes de la caméra, mais aussi les données générées à partir des ROI. Donc on verra tout à l'heure comment ça peut se voir. Donc je reviens à ma présentation.
Hop. Donc on vient de voir ensemble qu'on peut faire très facilement ici un scan en fonction d'un paramètre. Le paramètre ici, c'était le déphasage dans mon interféromètre de Michelson, mais PyMODAQ n'est pas limité en fait du tout à un seul actuateur. On peut faire ce type de scan dit linéaire en fonction de 1, 2, voire n actuateurs. Donc dans le cas de 2 actuateurs, on va avoir le scan linéaire qui va ressembler à ça. On va faire pour chaque position de l'actuateur numéro 1, hop, tous les steps de l'actuateur numéro 2. Et on passe à la suite, etc., etc. Donc on peut faire ce type de scan linéaire jusqu'à n actuateurs. Bien évidemment, dans une manip réelle, on va souvent se limiter à 2 pour explorer par exemple un espace 2D, XY, par exemple sur une platine de translation, en sachant que pour 3 ou plus actuateurs, ça ferait un scan qui durerait potentiellement assez longtemps. Mais la possibilité existe. Ensuite, pour chacun de ces scans 1D, 2D, on va avoir en fait des possibilités différentes de parcourir l'espace 1D ou 2D. Par exemple, en mode 2D, on peut faire ce que j'appelle un scan linéaire back and forth. Donc on a 2 actuateurs et pour chaque position de l'axe 1, on fait les positions de l'axe 2, mais ici, on va les faire dans le sens inverse pour redescendre, etc., etc. On peut randomiser tout ça, c'est-à-dire qu'on part des positions prédéfinies d'un scan linéaire, donc toutes ces positions-là, et on va ensuite aller les sonder de manière aléatoire, ce qui permet très rapidement d'avoir une couverture de l'espace des phases en 1, 2 ou n dimensions grâce à la randomisation de l'échantillonnage. Et par contre, à la fin, le résultat est censé être le même. Mais très rapidement, on a des infos réparties un petit peu partout. On peut faire des scans avec référence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que par exemple, pour chacune des positions de ce scan linéaire ici, je vais revenir à la position initiale, faire une image ou une détection intermédiaire. Ça va me permettre de venir référencer ma mesure. C'est-à-dire que si j'ai un drift de mon signal mesuré lent au cours du temps, le fait d'avoir cette référence entre chaque 2 points de mesure me permettra de recalibrer l'intensité, par exemple, de ma détection. On peut aussi parcourir un espace 2D de cette façon-là. J'appelle ça le mode spirale. Ça me permet de me focaliser sur, par exemple, un signal qui est assez ponctuel et centré ici sur cette zone du scan. Eh bien, on va d'abord scanner autour de cette position d'intérêt avant d'aller scanner dans le background autour qui ne présente que peu d'intérêt. Donc on pourra même s'arrêter, arrêter le scan pendant cette exploration inintéressante autour. Mais ici, on se focalise vraiment sur la zone d'intérêt. On peut faire un scan tabulaire, c'est-à-dire que je peux avoir 1, 2 ou plusieurs actuateurs, mais je ne veux pas forcément avoir une grille régulière, linéaire ou spirale, mais je veux quelques points répartis plus ou moins de manière non uniforme, en tout cas, dans cet espace 1, 2 ou n dimensionnel. Dans ce cas-là, on peut faire un tableau de position à laquelle je veux aller faire ma détection. Et le dernier mode, c'est le scan adaptatif qui peut se faire à 1 ou 2 actuateurs. Et dans ce cas-là, dans ce mode-là, on a un algorithme qui va déterminer pour vous les zones à aller scanner, aussi bien en 1D ou en 2D. L'intérêt principal étant que dans ce cas-là, on a un sampling qui est non uniforme et l'algorithme va se focaliser sur les zones où le signal varie très rapidement. Donc on a ici beaucoup plus de points qui ont été échantillonnés dans cette zone-là où le signal varie très fortement, alors que ici, on a dans cette zone où il ne se passe pas grand-chose, on n'a finalement que quelques points et pas beaucoup. Ce qui fait qu'on pourra faire une analyse très fine en faisant une régression là, de cette forme lorentzienne, ou même à 2 dimensions, on a une très bonne résolution de ces structures ici 2D qu'on résout, alors que ailleurs, on a un grain, un échantillonnage beaucoup plus grossier. Donc je vais vous illustrer un petit peu tous ces modes-là, surtout les modes adaptatifs, en chargeant un nouveau tableau de bord et des instruments virtuels que j'ai configurés de manière à simuler ce comportement de scan adaptatif. Alors on va faire un vrai scan adaptatif, mais en fait j'ai un détecteur qui, au démarrage, va calculer une distribution soit de lorentzienne comme ça, soit de gaussienne, répartie aléatoirement.
et de tailles différentes. Et ensuite, selon la position de l'actuateur, va être capable de donner l'intensité en n'importe quel point de cette distribution. Et à partir de la valeur de cette intensité, l'algorithme va être capable de déterminer la position où il doit aller. Mais j'en dis pas plus, on va tout de suite passer à la démonstration. Donc pour vous démontrer comment ça fonctionne, je vais démarrer un nouveau dashboard et charger un mode que j'ai appelé le mode adaptatif, et adaptive en anglais, et qui va me permettre d'illustrer tout ça, à la fois dans le fonctionnement et dans la représentation aussi. Voilà, donc le dashboard est en train de se lancer sur mon ordinateur. Et le voilà. Donc j'ai ici un dashboard vide et je vais aller chercher le mode de configuration qui s'appelle Preset Adaptive, qui va me charger un certain nombre d'actuateurs qui sont des instruments, du coup, je vous l'ai dit, virtuels, qui ne correspondent pas à un instrument réel mais qui simulent un déplacement, et des détecteurs qui vont être au courant, entre guillemets, de la position des actuateurs et donner un signal proportionnel à cette distribution lorentzienne ou gaussienne. Donc ici, j'ai mon détecteur 0D qui fait les distributions lorentziennes, par exemple, et j'ai 3 actuateurs, X, Y et θ. Donc je vais lancer tout de suite le scanner, donc 12 scans, et tout de suite, il m'ouvre ici le scanner avec un nouveau fichier H5, là je vais en parler dans un petit instant. Et ici, je vais pouvoir configurer les différents modes de scan. Donc je vais choisir le détecteur 0D en fonction d'un axe X. Je vais faire un scan 1D et tout d'abord, je vais faire un scan linéaire. Donc dans ce cas-là, je vais de -5 à +5. C'est les bornes que j'avais un peu configurées pour la distribution des lorentziennes. -5, +5. Alors là, je dois lui choisir un pas, puisque c'est un scan linéaire classique. Et on va lui mettre un pas de 0, allez non, on va être un peu plus généreux, 0,025. 401 points, allez non, ça fait un peu beaucoup pour la démo, 0,05 points, ça fait 201 points dans le scan. Donc j'active mon scan et je suis parti pour faire l'acquisition. Donc dans ce cas-là, j'ai un nuage de points ici qui décrit des lorentziennes, c'est la distribution qui a été calculée au démarrage de mon détecteur. J'ai une distribution ici linéaire de mes points. La répartition, c'est 201 points répartis de manière uniforme sur l'axe X ici. Donc voilà ce que ça donne. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on a un sampling qui est uniforme, c'est-à-dire l'écart delta X ici est le même partout. Mais bien évidemment, ici, ça fait que le sampling est très grand, alors que là où le signal varie fortement, le sampling est finalement assez grossier, voire même contient qu'un seul point par pic, ici. Donc si je compare ce mode de fonctionnement avec le mode adaptif, dans ce cas-là, je fais start-stop et le step n'a plus aucun sens. Par contre, il faut que je dise à PyModa quel signal utiliser pour l'algorithme pour trouver la position. Donc ici, en sélectionnant Det0D et en cliquant sur Prop Detector Data, il m'affiche la liste des signaux émis par chacun des détecteurs. Ici, le détecteur 0D seulement. Donc en cliquant dessus et en sélectionnant ce signal-là, je dis à l'algorithme adaptatif d'utiliser ce signal-là. Et je lance l'algo qui va donc tourner et déterminer ses positions en fonction du signal. Vous voyez que tout de suite, il se focalise sur les zones où le signal varie très fortement. Et ensuite, il scanne un peu partout, trouve des zones où le signal varie, et dans ce cas-là, se focalise tout de suite dessus. Et donc, on obtient comme ça très rapidement un grand nombre de points à l'intérieur de ces lorentziennes qui sont du coup beaucoup mieux définies qu'elles ne l'étaient juste avant. Voilà, donc là je suis à un niveau de signal, un niveau de points scannés similaire à ce que c'était juste avant. Et donc on voit que là on a un très grand nombre de points qui définissent parfaitement ces pics lorentziens qu'on peut très bien distinguer ici. Le deuxième avantage du scan adaptatif, c'est que je peux attendre en fait aussi longtemps que je veux et laisser l'algo scanner jusqu'à ce que le scan soit à mon goût, c'est-à-dire que la résolution soit tout à fait acceptable. Donc ça, c'est le deuxième avantage.
Et ce qui est vrai du coup en scan 1D l'est aussi en scan 2D avec une représentation un petit peu différente. Donc pas faire de scan spirale mais un scan adaptatif entre les positions -5 et +5 +5. Donc ça c'est la zone que je veux scanner à l'aide de deux actuateurs. Donc je sélectionne ici deux, par exemple X et Y. Alors je peux sélectionner ces deux-là en faisant CTRL sur mon clavier plus un clic de souris. Et je garde ce signal-là comme étant celui utilisé par l'algorithme. Donc c'est parti, je lance cette acquisition et dans ce cas-là, tout se passe ici sur le plot 2D. Donc sur ce plot 2D, ce que j'obtiens maintenant, il y a un petit truc à faire, je ne veux pas des lorentziennes, cette fois-ci je veux plutôt des gaussiennes un peu plus larges qui simuleraient un peu mieux une situation réelle de structure ponctuelle dans un microscope par exemple que je voudrais venir sonder. Et on va avoir un résultat plus visuel. Donc c'est parti, et l'algorithme au début scanne cette zone -5 +5, -5 +5 dans les deux dimensions. Et, on voit que tout de suite, il va trouver des zones où le signal varie. Et quand le signal varie fortement, l'algorithme reste sur cette zone-là afin de déterminer la structure, afin de résoudre la structure le plus finement possible. Donc on observe comme ça, on va dire, les différentes structures 2D présentes dans mon système. Et on voit très bien que dans les zones où il n'y a pas de signal, le sampling, l'échantillonnage reste assez faible, alors que dans les zones où le signal varie fortement, l'échantillonnage est très petit et précis. Voilà. Et ça, on peut le laisser donc tourner aussi longtemps qu'on le veut pour trouver les zones d'intérêt, c'est-à-dire celles qui, au sens du signal qu'on a sélectionné ici, sont d'intérêt dans notre expérience. Voilà, je vais l'arrêter le scan juste ici et juste vous montrer quelques autres possibilités pour aller encore un petit peu plus loin dans la façon de scanner un espace comme ça 2D. Donc je peux me mettre en mode linéaire, sauf que hop, là, pardon, on va se mettre en mode pas 2D mais en mode tabulaire cette fois-ci, où la sélection va être à partir de polylines. Qu'est-ce que c'est que ces polylines? Eh bien en fait je suis capable ici de tracer sur le dernier scan que je viens d'effectuer des segments. Alors, voilà, des segments, donc par exemple un segment, un deuxième segment ici, hop, et je voudrais scanner en fait à l'espace 2D le long de ces segments-là, donc qui va traverser, vous voyez ici que j'ai mis des espèces de sections à travers mes structures émettrices de signal, quelles qu'elles soient, et dans ce mode tabulaire linéaire, je dois définir une abscisse curviligne, c'est-à-dire l'échantillonnage le long de ces segments-là. Donc par exemple 0,1 me définit l'ensemble de ces points en mode tabulaire que je vais pouvoir échantillonner. Donc j'aurais pu les rentrer un par un, les charger à partir d'un fichier ou les générer ici à partir de ces polylines que je peux tracer. Alors, si je lance maintenant l'acquisition, c'est parti. Alors, j'ai ici le signal qui se reconstruit, c'est l'abscisse curviligne, ici l'indice de scan, qui se reconstruit le long de mes segments. Donc j'ai plusieurs gaussiennes qui se dessinent, ce sont les gaussiennes à travers lesquelles je suis passé. Et donc j'ai deux grosses et larges gaussiennes, deux petites et une finale, hop, là j'ai une très large et une petite très fine à la fin, qui est celle-là, ici. Donc ça me permet très rapidement ici de débroussailler une zone 2D, puis aller plus finement scanner le long de ces segments et obtenir ici l'évolution le long des segments avec la position de chaque axe X et Y
pour l'indice de scan qui correspond. Alors ça c'est bien, mais en fait ce qu'on peut faire aussi, c'est de parcourir ces segments de manière adaptative. Donc au lieu de sélectionner linéaire, ici je sélectionne le mode adaptatif. Dans ce cas-là, j'ai ici plus que 4 points dans le mode tabulaire qui correspondent en fait aux 4 sommets, des segments que j'ai ici. Et du coup, PyMoDAC va aller de manière adaptative le long de ces segments, résoudre les structures. Donc on regarde ce que ça donne. Je lance le scan en mode adaptatif, cette fois-ci Polyline. Et donc c'est ici que ça se passe. Et on voit cette fois-ci qu'on n'est plus en train de faire un scan linéaire de manière homogène, mais de nouveau le mode adaptatif va parcourir le long de ces segments et résoudre les structures. Donc là on voit qu'on résout aussi plus rapidement et de façon meilleure la toute petite gaussienne très piquée finale. Et on obtient comme ça une très bonne définition de notre signal. Voilà, donc ça c'est quelques possibilités de scan améliorées, on va dire, qui sont possibles à l'aide de PyMoDAC. Donc là, j'ai généré en gros beaucoup de données, parce qu'à chaque fois que j'ai fait un scan ici, les données se sont sauvegardées, et à un moment donné, il va falloir que soit je les visualise pour vérifier ce qui s'est passé, soit que je les traite dans une procédure d'analyse en post-traitement. Mais la première chose, effectivement, c'est de pouvoir les visualiser et explorer les données. Donc pour ça, j'ai construit un module qui permet d'aller explorer les fichiers. Alors les fichiers, c'est quoi? Ce sont des fichiers HDF5 binaires et de structure hiérarchique qui ont été développés pour les grands instruments tels que les synchrotrons. Dans les synchrotrons, le temps d'utilisation du faisceau, le coût d'utilisation du faisceau est tellement important, on veut être sûr que tout est enregistré, absolument tout, au cours du temps. Et du coup, ça génère des volumes de données assez impressionnants. Et c'est ça que peut faire le fichier HDF5. Alors, moi, je l'utilise entre autres pour ça, pour pouvoir sauvegarder beaucoup de scans, mais aussi et surtout parce que sa structure est bien hiérarchique et surtout, on peut y stocker facilement des métadonnées. Alors, je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, ça sera plus facile à comprendre. Donc dans le scanner, je peux voir le contenu du fichier qui a été utilisé pour sauvegarder les données. Et en fait, je vais faire ça pas sur ce fichier-là, mais sur celui qu'on a utilisé sur les vraies données tout à l'heure. Donc on va dans File et Show File Content. Donc dans ce cas-là, j'ai le module H5 qui s'ouvre, le H5 Browser qui s'ouvre avec plusieurs choses. Donc je vais vous expliquer un peu tout ça et on va regarder à quoi ça sert et à quoi ça ressemble. Donc déjà ici, ce qui est important, c'est en haut à gauche, c'est l'arborescence du fichier en question. Donc dans cette arborescence, on part d'un nœud dans un arbre, une structure hiérarchique. On a un premier nœud qui a des enfants, qui a plein d'enfants, ce sont tous les scans, et donc chacun des scans, j'ai un élément détecteur, un élément actuateur, les données live, etc. Si je clique sur les différents nœuds de l'arbre, je vais obtenir les métadonnées et les données. Les métadonnées sont affichées ici. Ce sont différents paramètres, champs, avec leurs valeurs associées. Par exemple, le nom d'auteur, la date à laquelle et l'heure à laquelle ont été prises les données, et un certain nombre d'autres informations, en particulier les informations sur les paramètres de réglage, qui sont sauvegardés ici sous forme d'une chaîne XML. Cette chaîne XML est automatiquement lue et comprise par PyMoDAC et retranscrise sous la forme de cette arborescence ici, qui est celle qui a été remplie par vos soins, par exemple ici dans le scanner. C'était un scan 1D linéaire avec 101 points. Et on a l'équivalent avec le détecteur. Si je clique sur détecteur, j'ai aussi une chaîne de caractères ici, Settings, qui me redonne tous les paramètres de mon détecteur au moment où les données ont été sauvegardées. Et enfin, à l'intérieur du détecteur, j'ai les données qui ont été sauvegardées. C'est le nœud data de l'arborescence. Et data a une métadonnée qui est shape, et ici je peux voir la taille des données sous-jacentes. Donc ici, c'était un détecteur 0-dimensionnel en fonction des 101 positions de l'actuateur. Et donc j'ai ici un scan 1D qui s'est construit
et qui peut se visualiser en double-cliquant sur le nœud data. Alors justement, la visualisation des données, qu'est-ce que ça me montre ici? J'ai deux panneaux, j'ai un panneau qui s'appelle navigation et un panneau qui s'appelle signal. Le panneau navigation va vous montrer l'évolution d'un signal donné en fonction des actuateurs. Donc par exemple ici en fonction des valeurs du déphaseur. Donc je peux me promener à l'intérieur de cette navigation et explorer le signal enregistré en fonction de la position de mon déphaseur, là, la valeur de mon déphaseur. Donc c'est cette petite cette petite ligne jaune qui me permet d'aller à différentes positions de mon actuateur et de visualiser en dessous quelle était la valeur du signal 0D obtenu. Et c'est en gros ce qui est représenté dans la navigation. Donc ça c'est assez simple à comprendre, mais maintenant si je regarde un signal qui est 2D, donc par exemple tel que issu de la caméra qui regardait les anneaux d'interférence, dans ce cas-là c'est un petit peu plus complexe. Le nœud déjà de données, data, il est tridimensionnel. Il a 480 par 640 pixels, ça c'est les pixels de la caméra, et tout ça 101 fois pour les 101 steps du scan. Et ce qu'on voit tout de suite, c'est que dans le panneau signal, ici, j'observe bien les données de la caméra. Mais à quelle position dans le scan, et bien de la même façon que tout à l'heure, je peux sélectionner cette petite ligne jaune et la translater. Et quand je la translate, j'obtiens les images en dessous qui correspondent à l'image caméra à cet instant-là dans le scan, à cette position, on va dire, dans le scan. Maintenant, qu'est-ce qui est tracé dans la vue ici, navigation? Eh bien, en fait, c'est le résultat de l'intégration de ce rectangle juste en dessous. Donc, en fait, c'est beaucoup plus parlant si ce rectangle, je le fais un peu petit et que je le mets au centre. Donc, si je règle ce rectangle ici en bas sur le centre, je vais avoir intégration du signal ici en fonction du déplacement de mon déphaseur. Et si je sélectionne le trait, je vais me déplacer et au minimum de signal ici, j'obtiens bien une zone sombre au niveau des interférences, alors que pour le maximum de signal ici, j'ai bien un anneau dit brillant dans mon rectangle. Donc cette façon-là me permet d'explorer des données dites hyper alors spectrales, temporelles, hypermétriques. Là, si on dit que ça c'est un espace... c'est un actuateur d'espace, mais en gros multidimensionnel. Et le H5 Browser, avec son viewer ici, permet d'explorer des données jusqu'à des dimensions 4. Par exemple, des données caméra en chaque point d'un scan 2D, par exemple. Voilà, donc ce H5 Browser permet de visualiser les données, les explorer et éventuellement de les exporter si besoin est, une par une. Donc le fichier H5 généré peut être lu par différents modules de traitement de données en Python, très bien. Il y a des plugins qui existent pour MATLAB, Origin, pour un grand nombre de logiciels de traitement de données. Et vous pouvez soit lire directement le fichier H5, soit venir ici par exemple exporter une illustration, l'image de la caméra, ou exporter les données spécifiquement visualisées à cet endroit-là. En faisant un clic droit, j'obtiens ce panneau contextuel qui me permet de faire un grand nombre de choses, en particulier les exports. Ok, donc voilà comment explorer les données générées par PyMoDAQ et la façon dont elles sont classées. C'est-à-dire on a un fichier H5 qui contient un ensemble de scans. Et en gros, ces scans sont relatifs à une configuration d'expérience, par exemple. Et du coup, en utilisant PyMoDAQ, je reviens à ma présentation, on va pouvoir illustrer son utilisation à travers un cas concret ici, qui est le microscope ultra rapide FemtoTem qui a été développé dans mon laboratoire au CMS et qui est piloté par PyMoDAQ. Donc le principe de ce microscope à transmission, microscope électronique à transmission, c'est de coupler l'émission d'électrons à un laser femtoseconde. Donc vous avez non pas maintenant une image électronique continue dans le temps, mais pendant un temps très bref qui est la durée de ces impulsions.
Si on s'arrange pour avoir un schéma qui est dit pompe-sonde, on va pouvoir mesurer en fait une dynamique, faire des images à une échelle femtoseconde dans notre microscope. L'idée est assez simple, hein, c'est ce qu'on appelle le schéma pompe-sonde. Alors on prend une première impulsion laser, enfin, on prend le laser, les impulsions femtosecondes qui sortent de notre laser, on les sépare en deux morceaux. Une première impulsion est envoyée ici, à cet endroit-là, sur un échantillon qu'on veut observer pour initier une dynamique, exciter l'échantillon et après il se passe des choses, les électrons qui bougent à l'intérieur, etc. Et on va vouloir venir sonder avec les électrons à un temps ultérieur ce qui s'y passe. Donc une deuxième impulsion est prélevée sur la deuxième moitié d'impulsion de notre laser passe par un chemin différent, par exemple par cette ligne à retard contrôlable qui va du coup créer un délai que je peux contrôler entre mes deux impulsions. On l'envoie là-haut au niveau de la pointe du microscope électronique et cette impulsion vient arracher des électrons de cette pointe-là pendant sa durée. Donc pour faire cette manip-là que je viens de vous décrire, il y a en fait pas mal de réglages à faire. Alors à la fois sur le microscope, mais aussi sur l'interaction pointe-laser. Donc pour faire celle-ci, il y a plusieurs scans à effectuer de manière à avoir un optimum de l'émission d'électrons. La première chose à faire est de s'assurer que la focalisation du laser se fait sur la pointe, à l'apex de la pointe. Donc pour ça, on va faire un premier scan en utilisant deux actuateurs piezo montés sur une monture de miroir, de manière à faire bouger le focus laser sur la pointe. Donc c'est le graphe qui est représenté ici. J'ai le courant en picoampères mesuré, c'est-à-dire le nombre d'électrons qui est émis par la pointe mesuré en bas ici en fonction de la position X et Y du laser par rapport à la pointe. Et on observe ici un optimum d'émission et qui correspond en fait à un focus laser au bout de la pointe. Donc une fois qu'on a déterminé ces positions, je laisse mes actuateurs X et Y en place ici et je passe à la deuxième optimisation. Je vais faire un deuxième scan qui est un scan maintenant qui permet de contrôler la polarisation du faisceau, du champ électrique laser par rapport à l'axe de ma pointe. J'ai un actuateur qui me permet de tourner cette polarisation du champ électrique et je vais mesurer le courant en fonction de cet angle de polarisation et je vais aussi obtenir ici un optimum et du coup je vais régler mon actuateur sur cette valeur-là. Et enfin, le dernier scan que je dois faire préliminaire, c'est le courant en fonction de l'intensité laser, ni trop peu, ni trop peu, ni trop, de manière à avoir un optimum sans avoir de détérioration de la pointe. Et donc, quand j'ai ces 4 paramètres réglés, je peux faire mon expérience qui est du coup une mesure de dynamique pompe-sonde à l'échelle femtoseconde. Donc l'expérience la plus simple qu'on peut imaginer dans ce cas-là, c'est de faire déjà une cross-corrélation. C'est-à-dire au lieu d'envoyer la première impulsion sur l'échantillon, je l'envoie déjà sur la pointe et mettre des électrons. Et la deuxième, je l'envoie aussi sur la pointe et mettre des électrons. Mais les deux impulsions ont un retard réglable entre les deux. C'est le délai ici en femtoseconde qui est affiché là. Donc ici, j'ai la mesure du courant en femtoampères en fonction du délai pompe-sonde entre mes deux impulsions que j'ai envoyées sur la pointe. Et dans ce cas-là, ce que j'obtiens, c'est un maximum quand les deux impulsions se recouvrent temporellement. Et la largeur de cette trace, dite de cross-corrélation, me donne la durée du paquet d'électrons émis par une impulsion laser, c'est-à-dire de l'ordre ici de 300 femtosecondes. Donc ici, grâce à PyMoDAQ, je peux très rapidement faire ces réglages et ces scans préliminaires. Une fois qu'ils sont faits, je peux attaquer à la mesure réelle qui m'intéresse sur un échantillon ou autre de mesure temporelle. Donc c'est grâce à la modularité de PyMoDAQ et au fait qu'on peut très facilement et très rapidement changer les actuateurs, les détecteurs d'un scan donné qu'on peut faire ça très rapidement et très efficacement. Toutes les données sont ensuite stockées et utilisables dans ce fameux fichier H5 dont je viens de vous parler. Ok,
Donc voilà qui conclut la partie sur le scanner, hein, qui est un gros morceau de PyMoDAQ. Hein, il a été vraiment développé, PyMoDAQ a vraiment été développé pour ça. Mais en fait, scanner et mesurer des données en fonction de paramètres variables, ça inclut aussi le paramètre qu'est le temps, et c'est-à-dire faire du monitoring, voire même du data logging, c'est-à-dire sauvegarder les données au cours du temps. Donc PyMoDAQ, depuis peu, permet de faire ça. Alors je passe à la suite dans la présentation. Il permet de faire ça grâce à son autre extension qui est le logger. Le logger va vous permettre de choisir un détecteur, va vous demander vers où vous voulez sauvegarder, loguer les données. Donc vous avez deux options, soit vers un fichier H5 classique, soit vers une base de données SQL. L'avantage de la deuxième méthode vers la base de données, c'est que cette base de données va pouvoir être aussi interrogée en ligne via par exemple des applications web, telles que ici Grafana, comme je l'ai illustré et comme je vais vous montrer juste dans la suite, ce qui va vous permettre d'accéder très facilement à votre monitoring de données depuis votre bureau, depuis chez vous, et de voir ce qui s'est passé pendant la nuit ou que sais-je encore. Donc, petite démonstration sur notre exemple ici réel. Cette fois-ci, on va loguer le signal de la photodiode au cours du temps vers une base de données et ensuite visualiser ces données-là. Alors, un petit peu de configuration. Ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas loguer les données trop rapidement. Je vais mettre un petit délai entre chaque point de mesure, ici 500 millisecondes. Voilà, là j'ai un point toutes les 500 millisecondes. Hop, je l'arrête et je vais charger l'extension logdata. Donc quand la fenêtre est ouverte, la première chose que je dois faire, c'est dire vers quoi je veux loguer. Donc vers un fichier H5 ou vers une base de données. C'est ce que je vais faire ici pour cette démonstration. Donc j'ai installé sur un ordinateur au laboratoire à cette adresse-là un serveur de données auquel je me connecte. Je choisis le détecteur que je veux loguer, le ou les détecteurs, hein, en l'occurrence là ça va être la photodiode, et je démarre le log vers la base de données. À partir du moment où je fais ça, chaque fois que des données sont prises de ma photodiode, elles sont envoyées vers la base de données et sauvegardées là-bas. Donc je peux ici lancer un grab et monitorer la stabilité de mon interféromètre, voir son instabilité si un des miroirs bouge. Et là, je suis tombé sur un minimum donc des interférences destructives dans mon interféromètre parce que quelqu'un a touché en gros à l'actuateur. Mais quelqu'un pourrait marcher à côté ou faire tomber quelque chose, c'est suffisamment sensible pour perturber mon interféromètre et pouvoir visualiser ces données-là. Donc justement, comment les visualiser? Eh bien, en fait, sur ce même serveur, sur ce même ordinateur, j'ai installé un environnement qui s'appelle Grafana. Et donc, hop, en se connectant dessus, on se log avec un nom d'utilisateur. On peut appartenir à un groupe et du coup n'avoir accès qu'à une partie des données. Mais ici, je vous ai configuré un certain nombre de panneaux de visualisation qui regardent les données dans les bases de données du serveur et en particulier les dernières 5 minutes, on a ici logué sur ce panneau-là le résultat de ma photodiode. Et ici, on a un rafraîchissement toutes les 5 secondes des données. Donc là, on était sur le maximum. Là, il ne se passait rien. Là, on était sur le maximum. Là, j'ai bougé l'actuateur qui est maintenant avec la photodiode ici très stable sur ce niveau de signal-là. Si je bouge mon actuateur, hop, le signal réaugmente, je passe de nouveau à des interférences constructives avec un signal sur la photodiode important, ce qui va être répercuté immédiatement sur le serveur de base de données et donc visualisé ici depuis ce site web local, hein, c'est installé au CMS, grafana.cms.fr, donc ça interroge et c'est configuré pour interroger la base de données. Donc voilà comment faire avec PyMoDAQ pour loguer et monitorer des données. Ok.
Donc sur ma présentation, en fait, eh bien, j'en ai quasiment fini parce que ça, on l'a déjà vu. Donc avant de vous remercier pour votre attention, si vous êtes toujours là, je voudrais vous dire qu'une documentation assez extensive, exhaustive de PyModac existe, c'est sur le site pymodac.cnrs.fr et que le code que j'ai développé de PyModac, allez, je me remets là pour parler à la fin là, le code que j'ai développé pour PyModac est open source, écrit en Python, un langage du coup vraiment open, et il est ouvert à contribution de différentes façons. Donc ici vous avez l'adresse où est sauvegardé en fait le code source de PyModac, et vous pouvez faire un certain nombre de choses avec. Vous pouvez poser des questions déjà, vous pouvez dire qu'il y a des problèmes s'il y en a, ou si vous voyez, demander un ajout de fonctionnalité. Et puis vous pouvez aussi demander à faire des rajouts ou des modifs directement de code. Donc vraiment, si ça vous intéresse, vous pouvez venir ici rentrer tout un tas faire tout un tas de contributions possibles, à la fois sur le code source de PyModac, mais aussi sur le code associé au plugin. Alors PyModac est un peu divisé en deux parties. Il y a la partie graphique, et interface utilisateur. Puis il y a la partie en fait derrière qui sont les instruments. Et chaque instrument donné, PyModac interagit avec un instrument sous forme d'un petit plugin. C'est un script que j'ai, avec la structure de PyModac, il est assez simple à écrire. On ne se soucie pas du tout de la partie communication, affichage graphique. Ça, c'est PyModac qui gère. Nous, dans le plugin, on va se focaliser sur la communication avec l'instrument et rapatrier éventuellement les données ou faire bouger des actuateurs. Et dans ce cas-là, vous pouvez contribuer en écrivant des petits plugins pour vos instruments spécifiques. Il y a un certain nombre de plugins qui existent en ligne sur PyModac, mais si le vôtre n'existe pas et que vous êtes motivé, eh bien, vous pouvez tout à fait écrire vos plugins et les soumettre à contribution sur PyModac. Voilà, j'ai maintenant fini, donc je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt sur le GitHub de PyModac.